J'avais vendu ma maison de campagne et acheté un appartement dans le centre de New York, comme en rêvait mon cher mari. Le même jour, il m'a tendu les papiers du divorce et du partage des biens. Mais quand il est arrivé dans le nouvel appartement, ce salaud est resté figé de stupeur devant ce qu'il a vu. Avant de commencer, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Merci et bonne écoute. Émilie se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant les vieux érables qu'elle avait plantés 10 ans plus tôt. La maison dans la banlieue de Greenwich lui venait de sa tante Clara, la seule personne qui avait cru en son talent de restauratrice quand tous les autres la prenaient pour une rêveuse. Sa tante ne lui avait pas seulement laissé une maison, mais un véritable atelier de rêve. Haut plafond, immenses fenêtres laissant d'entrer une lumière parfaite pour travailler sur des meubles anciens. Aujourd'hui, Émilie avait 43 ans et elle avait appris à écouter son instinct. C'est précisément pour cela que ce petit papier tombé de la poche de la veste de Mark, son mari, la mit immédiatement sur ses gardes. C'était une simple carte de visite, carton blanc, lettre noire. Marina S. Miller, avocate spécialisée en divorce et partage de biens. Émilie la ramassa, l'examina quelques secondes. Mark était juriste d'entreprise. Il travaillait sur des contrats et des fusions. Les affaires de divorce n'étaient absolument pas son domaine. Elle remit soigneusement la carte dans la poche de la veste, lissa le tissu. Son cœur battait calmement. Ses mains ne tremblaient pas. Aucune panique, juste une froide clarté. Le soir, Mark rentra tard. Il sentait la pluie et le café. Il l'embrassa sur la tempe, retira ses chaussures, accrocha sa veste au dossier d'une chaise. Épuisé comme un chien. Les négociations ont traîné, dit-il. Émilie hocha la tête en remuant la soupe sur la cuisinière. La veste était à 2 mètres d'elle. Mark la reprit et partit vers la chambre. Elle le suivit du regard. Peut-être se trompait-elle. Peut-être qu'un collègue lui avait simplement demandé une recommandation d'avocat. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence. Mais Émilie avait vécu assez longtemps pour savoir que les coïncidences n'existent pas. Les 3 jours suivants, elle observa. Mark se comportait comme d'habitude. Partait à 8 heures, rentrait vers 19 heures, jouait au tennis le samedi avec un ami. 11 ans de mariage lui avaient appris à lire ses humeurs dans les détails. Comment il repliait le journal, tenait sa tasse, fronçait les sourcils en regardant son téléphone. Quelque chose avait changé. Il était plus distrait, souvent perdu dans ses pensées. Son téléphone, désormais, restait toujours posé, écran vers le bas. Un samedi soir, il regardait une comédie romantique parlant d'un couple qui déménageait au centre d'une grande ville. Émilie avait déjà oublié l'intrigue à mi-chemin, mais elle se souvint clairement de cette phrase de Mark, prononcée sans détourner les yeux de l'écran. Tu sais, vivre au centre de New York, c'est une toute autre qualité de vie. Elle se tourna vers lui. Il regardait toujours l'écran, le regard vide. C'est plus pratique, tout est proche, la culture, le travail. Et puis, c'est prestigieux, tu ne trouves pas ? Émilie ne répondit pas. Jamais il n'avait parlé de déménager. Il aimait leur maison, passer du temps dans le jardin le week-end, se plaindre des moustiques, mais répéter « Avoir sa propre maison, c'est la liberté ». On en a toujours rêvé, tu te souviens ? Ajouta-t-il d'un ton absent. Non, elle ne se souvenait pas. Il n'en avait jamais rêvé. Mark, tu es sérieux ? Non, je réfléchis juste à voix haute. N'y fais pas attention. Mais elle y prêta attention. La carte de visite de l'avocate et cette conversation formaient maintenant une image encore floue, mais déjà inquiétante. Le lundi, Émilie resta à la maison. Elle travaillait sur la restauration d'une commode du XVe siècle pour une cliente new-yorkaise. Un travail minutieux demandant une concentration totale. Elle venait de retirer l'ancien vernis, poncer doucement le bois, préparant la surface pour la prochaine couche de finition. À midi, le téléphone de Mark se mit à vibrer sur le comptoir de la cuisine.
Il l'avait oublié, chose rare. D'ordinaire, il ne s'en séparait jamais, pas même sous la douche. Émilie essuya ses mains, jeta un coup d'œil à l'écran. Un message de Marina S. Miller. Tout se déroule comme prévu. Encore quelques mois à attendre. Dès que le bien sera enregistré au nom du couple, on dépose les papiers. Émilie lut le message 2 fois. Le téléphone semblait plus lourd qu'il ne l'était réellement. Enregistré au nom du couple. On dépose les papiers. Elle sortit calmement son propre téléphone, prit une photo de l'écran, puis reposa le sien exactement à la même place, comme s'il n'avait jamais bougé. Ensuite, elle retourna vers son établi, reprit le papier de verre et recommença à poncer. Ses mains bougeaient machinalement, mais son esprit tournait à toute vitesse. Un plan. Il a un plan. Il voulait qu'ils achètent un bien ensemble pour ensuite demander le divorce et réclamer sa part. La maison de campagne lui appartenait à elle seule, héritée d'avant le mariage, donc hors du partage. Mais si jamais ils achetaient un appartement à Manhattan, enregistré au nom des 2 époux, ce serait un bien commun, donc divisible. Émilie posa le papier de verre, ferma les yeux un instant. 11 ans. 11 ans à croire qu'elle connaissait cet homme. Le soir, Marc rentra comme d'habitude. Elle l'accueillit avec un sourire, tranquille. Il attrapa immédiatement son téléphone, jeta un œil rapide à l'écran, se détendit. « Alors, ton meuble avance ?»« Oui, » répondit Émilie. « Demain, je commence la finition. » Il hocha la tête, ouvrit le frigo, sortit une bouteille d'eau minérale. « Tu sais, j'ai regardé quelques annonces. Il y a de superbes appartements à vendre au centre. On pourrait aller en visiter 1 ou 2 ce week-end. Juste pour voir. » Émilie était en train de couper des tomates. Le couteau brillait sous la lumière. Elle l'avait affûté la veille. Pourquoi aller voir si on ne compte pas déménager ? Eh bien, pourquoi pas ? Répondit-il en haussant les épaules. La maison demande beaucoup d'entretien. Et l'hiver, c'est galère de rouler jusqu'ici. À New York, ce serait plus pratique. Moi, je suis bien ici. Ne sois pas si conservatrice. Viens, on ira juste jeter un œil. Peut-être qu'un endroit te plaira. Elle termina de trancher les tomates en cercle parfait. Très bien, allons-y. Marc eut un petit sourire satisfait. Parfait, je t'enverrai quelques liens d'annonces. Les 2 semaines suivantes, il revint doucement, mais régulièrement sur le sujet. Il lui montrait des articles sur la hausse des prix de l'immobilier à Manhattan, lui racontait que son collègue Andrew avait acheté un loft à Soho et qu'il en était ravi. Il parlait de la proximité des théâtres, des galeries, de la vie culturelle. Émilie écoutait, hochait la tête, posait parfois une question. Il ne la pressait pas. Il plantait des idées, subtilement, comme un professionnel. Un vendredi soir, alors que Marc prenait sa douche, Émilie s'approcha de son ordinateur portable, resté ouvert sur la table de la cuisine, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Sur l'écran, un tableur Excel était affiché. 3 colonnes. Valeur estimée de la maison, prix potentiel d'un appartement à Manhattan, sa part en cas de divorce. La maison était estimée à 1,8 million de dollars. L'appartement visé coûtait environ 2 millions. Et selon son petit calcul, en cas de divorce, il récupérait 1 million plus la moitié de la vente de la maison, soit environ 1 900 000 au total. Dans le coin du tableau, une date, mars de l'année prochaine. Émilie ferma calmement l'ordinateur. Le bruit de l'eau dans la salle de bain venait de s'arrêter. Elle se leva, mit de l'eau à bouillir, sortit 2 tasses. Marc sortit de la salle de bain, serviette sur la tête. « Du thé ?» demanda-t-elle. « Oui, merci. » Ils burent leur thé dans la cuisine. Dehors, la nuit tombait et le vent faisait plier les branches des érables. Marc racontait les problèmes au boulot, que son patron exigeait l'impossible. Émilie l'écoutait, versait un peu de thé et regardait son visage en se demandant quand exactement il avait décidé de la trahir. Le samedi, des amis de longue date de Marc vinrent déjeuner.
Victor et Joanne, ils se connaissaient depuis l'université. Victor était agent immobilier, Joanne, dentiste. Un couple ordinaire qu'il voyait 3 ou 4 fois par an. À table, Victor lança à l'improviste une discussion sur le marché immobilier. « C'est le bon moment pour acheter au centre de New York, » dit-il. « Les prix tiennent, mais dans 1 an ou 2, ça va monter en flèche. C'est un excellent investissement. » Marc acquiesça, encourageant la conversation. « On y pense justement, » murmura-t-il. « Peut-être vendre la maison de campagne et prendre quelque chose en ville ?» Émilie posa sa fourchette. Victor la regardait avec un intérêt professionnel. « Vous avez une jolie propriété, mais les biens de banlieue se vendent bien en ce moment. Les jeunes couples cherchent ça. Vous aurez de la liquidité et pourrez viser un bel appartement en ville. » Joanne intervint. « Et puis, à votre âge, on veut du confort plutôt que de s'épuiser au jardin et aux réparations. Mes parents ont vendu leur pavillon et ils en ont été soulagés. » Émilie sourit. « Moi, j'aime jardiner, » répondit-elle. « Mais bon, chacun son choix. Si vous décidez, je peux vous aider. Je trouverai rapidement des acheteurs et des options en ville, » ajouta Victor. Après le départ des invités, Marc était tout excité. « Tu vois ?» dit-il. Victor dit la même chose. C'est une bonne décision. Émilie ramassait la vaisselle sale, assiettes, verres, couverts, et se demanda si toute cette conversation était vraiment due au hasard. Marc s'immobilisa, la regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Tu as demandé à Victor d'aborder le sujet ?» La pause dura 1 seconde à peine, mais Émilie l'entendit. « Non, » répondit-elle calmement. « Juste une coïncidence, » répondit-il. « Bien sûr, » répéta-t-elle, et elle porta la vaisselle à l'évier. Le dimanche matin, Émilie prit la voiture et alla voir son père. Robert Anderson habitait à New York, dans un appartement de 3 pièces, dans un quartier tranquille du Queens. Il avait 71 ans. Avant la retraite, il avait travaillé au service du cadastre municipal et connaissait bien les procédures immobilières et les papiers. Le père la reçut sur le pas de la porte, la serra dans ses bras, l'installa à la cuisine, prépara du thé fort et sortit des biscuits. « Il se passe quelque chose ?» demanda-t-il. Émilie sortit son téléphone, lui montra la photo du message de l'avocate, puis raconta calmement, sans émotion apparente, l'histoire de la carte de visite, du tableau Excel, de Victor et Joanne. Son père écouta en silence. Quand elle eut fini, il versa encore du thé, prit une gorgée, regarda par la fenêtre. « J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, » dit-il. « Trop lisse, trop parfait. »« Papa, j'ai besoin de ton aide, » dit Émilie. « Je t'écoute, » répondit-il. « Je vais vendre la maison de campagne et acheter un appartement en ville, mais je veux le faire à ton nom, » poursuivit-elle. Robert hocha la tête comme si c'était la chose la plus logique du monde. Intelligent. Ainsi, en cas de divorce, il n'aura rien. Il me faudra une procuration pour pouvoir signer en ton nom lors de l'achat, ajouta-t-elle. Je connais un notaire compétent et je te recommanderai un bon avocat. On fera tout proprement, sans faille. Émilie serra la tasse entre ses mains. Le thé brûlait ses paumes. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda son père. « Peut-être vaudrait-il mieux tout régler maintenant, se séparer pendant qu'il n'a encore rien ?»« Non, » répondit-elle. « Je veux qu'il réalise ce que ça fait de bâtir des plans, puis de les voir s'effondrer. » Son père la regarda longuement. « Tu es aussi forte que ta mère, » dit-il doucement. Elle aurait agi de la même manière. Elle lui aurait peut-être mis la poêle sur la tête tout de suite, ajouta-t-il en souriant. Ils rirent tous deux légèrement. Ensuite, pendant encore 1 heure, ils discutèrent des détails. Comment monter l'acte, à qui s'adresser, quels documents préparer. Robert mentionna un vieil ami, un avocat avec 40 ans d'expérience, spécialisé justement dans les schémas de protection du patrimoine. Avant de partir, il la prit dans ses bras,
la réconforta d'un geste paternel et éleva d'un ton plus ferme « On va régler ça proprement. On ne te laissera pas te faire dépouiller. »« Tu y arriveras, j'en suis sûr, » dit son père. Émilie hocha la tête. Oui, elle y arriverait. Elle devait y arriver. Une semaine plus tard, Marc rentra à la maison, les yeux brillants d'enthousiasme. Il ne prit même pas le temps d'enlever sa veste. « M, viens vite, j'ai trouvé ce qu'il nous faut. » Elle sortit de l'atelier, s'essuyant les mains avec un chiffon. Ses doigts étaient encore tachés de vernis. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? L'appartement ? 3 pièces, 85 mètres carrés, à Greenwich Village, tout refait à neuf, toutes les installations modernes. Le propriétaire peut attendre 2 semaines, pas plus. Des occasions pareilles, ça ne traîne pas. Il faut mettre notre maison de campagne en vente tout de suite. » Il lui montra l'annonce sur son téléphone. L'appartement avait l'air magnifique, pièces lumineuses, haut par haut plafond, grandes fenêtres donnant sur les arbres. Émilie regarda les photos. Le prix, environ 800 000 $, exactement ce qu'il avait calculé. « C'est une décision sérieuse, Marc, » dit-elle doucement. « Je sais, mais regarde, M, c'est notre chance. On vieillit, on a besoin de confort, de praticité. Et c'est un excellent placement. Dans quelques années, il vaudra 50% de plus. » Elle fit une pause, comme si elle hésitait. Marc la fixait, nerveux. « D'accord, » finit-elle par dire. « Essayons. » Son visage s'illumina. « Tu es sérieuse ? Oui, allons le voir. Si c'est aussi bien que sur les photos, on en reparlera. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Il sentait l'excitation et la victoire. « Tu ne le regretteras pas, » promit-il. Le lendemain, ils allèrent y visiter l'appartement. Le quartier était charmant. Petite rue calme, immeubles anciens, café à chaque coin, boutiques de livres et de fleurs. L'appartement se trouvait au 4e étage d'un vieil immeuble rénové. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, les accueillit avec le sourire. Il leur fit faire le tour. Parquet ancien, lumière naturelle, isolation refaite, voisinage tranquille. Émilie marchait lentement, observant chaque détail. Oui, l'endroit était superbe. Les planchers craquaient légèrement, les fenêtres donnaient au-dessus sur une cour intérieure où poussait un vieux châtaignier. « Alors ?» demanda Marc à voix basse quand le propriétaire s'éloigna. « Pas mal, » répondit-elle. « On le prend alors ?» Émilie hocha la tête. « On le prend. » Ils laissèrent un acompte de 10 000 $. Marc rayonnait, comme s'il venait de gagner à la loterie. Le soir même, il appela Victor, l'agent immobilier, pour lui demander de venir faire des photos de la maison et publier les annonces sur tous les grands sites. « Ta maison est superbe, » dit Victor. « Elle partira vite. Maximum 1 mois. » Il avait raison. En quelques jours, les visites commencèrent. Une jeune famille, puis un couple plus âgé, puis un homme d'affaires à la recherche d'un lieu calme, à 1 heure de la ville. Marc était plus actif que jamais. Il présentait la maison avec fierté, le jardin, les voisins, la proximité des transports. Émilie, elle, le regardait vendre sa maison de campagne, celle qu'elle avait héritée de tante Clara, celle où se trouvait son atelier, celle où elle avait passé les plus belles années de sa vie. 2 semaines plus tard, un couple avec 2 enfants tomba amoureux de la maison au premier regard. « Quelle chance !» dit Marc ce soir-là. « Il paie peu comptant, sans prêt. On finalise dans 1 mois. » Émilie était assise sur la terrasse, une tasse de thé froid entre les mains. Le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de rose. Les feuilles des tilleuls bruisaient doucement. « Oui, » murmura-t-elle. « Quelle chance !» Il n'entendit pas l'ironie dans sa voix. Les 3 semaines suivantes furent consacrées au papier, contrat, certificat, signature. Marc suivait tout avec une ardeur fébrile, vérifiant chaque clause, consultant Victor et les notaires. Pendant ce temps,
Émilie rencontrait maître Léonard Morgan, l'avocat de son père, un vieil homme au regard perçant, toujours un carnet à la main. Il passait en revue chaque détail du plan. L'achat au nom de son père, la procuration, les virements bancaires. Le plus important, expliqua Morgan, c'est que tout paraisse naturel. L'argent de la vente doit être transféré à votre père comme remboursement d'un ancien prêt. Nous aurons les documents pour prouver qu'il vous a prêté cette somme il y a 10 ans. Ensuite, c'est lui qui achète l'appartement, vous agissant par procuration. Émilie prit des notes, concentrée. Tout devait être parfait. Une erreur. Et Marc pourrait tout contester. Tout était légal. Toutes les signatures en place, les tampons où il fallait. « Et si Marc essaie de contester la vente ?» demanda Émilie. « Il ne le pourra pas, » répondit maître Morgan d'un ton calme. Officiellement, l'appartement a été acheté avec l'argent de votre père. Votre mari ne pourra rien prouver, à moins de retrouver la trace directe entre l'argent de la maison et celui de l'achat. Et cette trace n'existera pas. Émilie hochait la tête, gravant chaque mot dans sa mémoire. Léonard Morgan était un professionnel. Cela se sentait dans chaque phrase, chaque regard. À la maison, elle continuait son rôle. Elle parlait avec Marc de la décoration du futur appartement, de la couleur des rideaux, du canapé, de l'endroit où accrocher les tableaux. Il faisait des projets. Elle opinait, souriait, proposait des idées. Mais la nuit, éveillée dans le noir, elle pensait. À l'homme qui dormait à côté d'elle, qui avait passé 11 ans à jouer le rôle du mari aimant. À quel point il fallait être froid, calculateur, pour planifier la trahison au millimètre. Avait-il seulement ressenti de l'amour, ou n'avait-elle été qu'une commodité sur son chemin? Le jour de la vente arriva, en plein octobre. Le matin était clair, froid, avec ce souffle d'hiver qu'on sent avant la neige. Émilie se leva tôt, but son café debout devant la fenêtre. Les tilleuls du jardin avaient presque perdu leurs feuilles. Le terrain paraissait nu, vulnérable. Ils prirent la route vers le notaire. Les acheteurs les attendaient déjà. Un jeune couple, souriant, les yeux pleins de projets, la femme tenait la main de son mari. On voyait dans leurs regards cette lumière qu'ont les gens au début d'une nouvelle vie. Émilie signa les papiers. Marc signa à côté d'elle. Le notaire posa les tampons, les scella. L'argent fut viré, 1,8 million de dollars. « Félicitations », annonça le notaire. La transaction finalisée. Les acheteurs leur serrèrent la main. La jeune femme lui dit avec émotion « Nous prendrons soin de votre maison. C'est une chance de l'avoir trouvée. » Émilie sourit. « Soyez heureux, » répondit-elle doucement. Dehors, Marc passa un bras autour de ses épaules. « C'est fait. Une nouvelle vie commence. »« Oui, » murmura Émilie. « Une nouvelle vie. » Elle s'apprêtait à partir quand le juriste la retint. « Émilie Anderson, êtes-vous sûre de votre décision ? Un divorce, c'est toujours douloureux. Peut-être devriez-vous essayer de parler avec votre mari ? Parler à un homme qui planifiait de me tromper depuis 11 mois ? » Léonard Morgan hocha la tête. « C'est juste. Alors, bonne chance à vous. » 3 jours plus tard, alors qu'Émilie était assise dans un café près de la maison de campagne, elle reçut un message d'une inconnue. Le message arriva sur sa messagerie. « J'ai besoin de vous parler. C'est au sujet de votre mari. C'est très important. » Émilie regarda le profil, une photo, une femme d'environ 35 ans, cheveux clairs, tailleur strict. Nom, Olivia Larson. Elle répondit « Où et quand ?» Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain au parc Gorky. Émilie arriva en avance, s'assit sur un banc près de l'étang, regardant les canards. Olivia arrive pile à l'heure, grande, élancée, avec une expression nerveuse. « Merci d'être venue. » Émilie hocha la tête. La femme s'assit à côté d'elle, serrant son téléphone dans ses mains. « Je travaille dans la même société juridique que votre mari, à l'accueil. Je ne devrais pas vous dire cela, mais je ne peux pas me taire non plus. Je vous écoute.
Mark Stevens a demandé il y a quelques mois une consultation sur les affaires de divorce. J'ai vu les documents que notre avocate préparait. Plan de partage des biens après l'achat d'un bien commun, calcul, délai de dépôt de la demande. Tout était détaillé point par point. Émilie écoutait sans l'interrompre. Olivia parlait vite, nerveusement, visiblement troublée. Je ne voulais pas m'en mêler, mais j'ai vécu la même chose. Mon ex-mari avait tout prévu, lui aussi. Il a divorcé de moi juste après l'achat de notre maison et a pris la moitié. Je suis resté sans rien. Quand j'ai vu les papiers de votre mari, je me suis souvenu de moi-même. Et j'ai pensé, peut-être que cette femme, on peut encore la prévenir. Merci, dit doucement Émilie. Il compte déposer la demande de divorce 2 semaines après la signature de l'achat de l'appartement. Dans les documents, c'est le délai minimum pour ne pas éveiller de soupçons, mais assez rapide pour que vous n'ayez pas le temps d'agir. 2 semaines, donc il n'attendra même pas? Exactement. L'achat signé, 14 jours plus tard, il déposera sa demande. Vous savez à combien il estime le partage? Olivia hocha la tête. 19 millions, la moitié de l'appartement plus la moitié de la maison vendue. Émilie sortit son téléphone, ouvrit la photo du tableau avec les calculs. Olivia y jeta un coup d'œil, puis pâlit. Où avez-vous trouvé ça? Je connais son plan, mais j'avais besoin de preuves. Merci d'avoir eu le courage de m'en parler. Les 2 femmes restèrent assises en silence. Les canards nageaient sur l'étang, des enfants couraient sur les allées, quelque part une musique jouait. Qu'allez-vous faire? Demanda enfin Olivia. Ce que je dois faire. Je vais me défendre. C'est un avocat, il a des relations, de l'expérience. Ce sera difficile. Émilie se leva, ajusta la sangle de son sac sur son épaule. Moi non plus, je ne suis pas sans défense. La dernière semaine avant l'achat de l'appartement, Marc changea. Il devint attentionné, prévenant, presque comme au début de leur mariage. Il apporta un bouquet de chrysanthèmes, blancs et jaunes, qu'il posa dans un vase sur la table de la cuisine. J'avais juste envie de te faire plaisir. Il commanda un dîner de son restaurant préféré, salade de veau, poisson rôti, tiramisu en dessert. Il dressa la table, alluma des bougies. Pardonne-moi d'avoir été si pris ces derniers temps. Le travail, la vente, tout ça m'a épuisé, mais bientôt tout ira mieux. Nous commencerons une nouvelle vie. Émilie mangeait lentement, écoutant ses histoires sur l'avenir. Il parlait de théâtre, de promenade sur Broadway, de la façon dont il meublerait l'appartement. Il proposait d'acheter de nouveaux meubles, d'accrocher des tableaux, peut-être même d'avoir un chat. Tu te souviens, tu as toujours voulu un chat persan. Maintenant, on pourra en prendre un. Dans la maison de campagne, ce n'était pas pratique, mais dans l'appartement, ce sera parfait. Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais voulu de chat persan, mais hocha la tête. Oui, ce serait bien. Il prit sa main, serra ses doigts, la regarda droit dans les yeux, sincère, presque tendre. Je sais que je n'ai pas toujours été un mari idéal. Le travail me dévorait, j'oubliais l'essentiel. Mais maintenant, tout va changer, je te le promets. Émilie sentit quelque chose se contracter en elle. Pas de douleur, une colère froide. Comment peut-on mentir ainsi en regardant droit dans les yeux? Comment peut-on préparer une trahison tout en parlant d'avenir commun? Elle faillit craquer, tout lui dire, mais se retint, sourit, serra sa main en retour. Je te crois. Et elle continua à jouer son rôle. Le jour de l'achat arriva un vendredi. Le matin, Marc se préparait à partir avec elle, mais Émilie l'arrêta. « Papa veut voir l'appartement, il viendra avec moi. Toi, tu dois aller au travail. Tu as une réunion importante ?» Marc fronça les sourcils. « Quelle réunion ? Tu as parlé hier avec ton client d'Allemagne, non ? Ah oui, c'est vrai. » Il hésita un moment, visiblement en train de réfléchir, puis hocha la tête. « Très bien. Mais appelle-moi quand tout sera signé. Je veux savoir que tout s'est bien passé. » Bien sûr.
Émilie monta dans la voiture et partit chez son père. Robert Anderson l'attendait déjà, vêtu d'un costume strict. Léonard Morgan arrive séparément. Ils se retrouvèrent devant le bureau du notaire, rue Tverskaya. La procédure prit 2 heures. Documents, signatures, cachets. Le vendeur, un homme aimable aux cheveux gris, était présent, vérifiait tout, posait des questions. Léonard Morgan répondait calmement, professionnellement, dissipant tous les doutes. Émilie signait les papiers au nom de son père, grâce à la procuration. Chaque signature venait sans hésitation. Sa main ne tremblait pas, ses pensées étaient claires. Quand le notaire leur remit le certificat de propriété, Émilie prit le document et lut « Propriétaire. Anderson Robert ». C'était fait. L'appartement appartenait à son père. Marc ne toucherait pas un centime. Le téléphone vibra. « Alors, tout s'est bien passé ?» demanda Marc. « Oui. »« Parfait. L'appartement est à nous. Je suis si heureux. Félicitations à nous. Ce soir, on fête ça. » Émilie rangea le téléphone. Son père posa une main sur son épaule. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Tu peux encore t'arrêter. » « J'en suis absolument sûr. »« Alors je suis fier de toi. » Léonard Morgan leur serra la main. « Les documents sont impeccables. Même s'il engageait les meilleurs avocats du pays, il ne pourrait rien prouver. L'appartement avait été acheté avec l'argent de son père. » Le soir, Marc l'accueillit avec une bouteille de champagne et 2 coupes. Il souriait largement, d'un air sincèrement heureux. « À nous, à notre nouvel appartement, à notre nouvelle vie. » Ils trinquèrent et burent. Le champagne était froid, les bulles chatouillaient la langue. Émilie regardait son mari et se demandait combien de temps encore il jouerait son rôle. 1 jour, 2 semaines, comme Olivia l'avait dit. « Où sont les papiers ?» demanda-t-il entre le 2e et le 3e toast. « Il faut les mettre dans le coffre-fort. On ne peut pas laisser des documents pareils traîner. Je m'en occuperai demain. Laisse, je peux les prendre, faire des copies, juste au cas où. » Émilie posa sa coupe. « Je suis fatiguée. Demain. » « D'accord. » Il ouvrit la bouche, prêt à insister, mais quelque chose dans son regard le fit taire. Il hocha la tête. « Bien. Demain. » Pour la première fois depuis des mois, une ombre d'inquiétude passa sur son visage. Rapide, presque imperceptible. Mais Émilie la vit. Les jours suivants passèrent dans les préparatifs du déménagement. La maison de campagne était presque vide. La plupart des affaires avaient déjà été emportées. Marc aidait à emballer les dernières boîtes, feignant l'enthousiasme, mais devenant de plus en plus nerveux. Il sortait souvent sur le perron pour téléphoner à voix basse, vérifier des papiers dans son bureau, cacher un dossier quand Émilie entrait. Un jour, elle fit exprès d'entrer sans prévenir. Il referma son ordinateur portable si brusquement qu'il faillit le faire tomber. Quelque chose de secret ? Des documents de travail. Informations confidentielles pour un client. Je vois. Elle savait qu'il se préparait, qu'il attendait le bon moment. Émilie avait une amie, Sarah, décoratrice d'intérieur, qu'elle connaissait depuis l'université. Sarah savait tout de la situation, s'inquiétait, l'appelait chaque jour. « M, tu es sûr de faire ce qu'il faut ? Peut-être que tu te trompes ? Et s'il avait d'autres raisons ? J'ai des preuves, des messages, des calculs, des témoignages. Mais c'est ton mari. 11 ans ensemble. Peut-être que vous devriez simplement parler ? Parler avec un homme qui m'a trahi ? » Sarah soupira au téléphone. « Fais juste attention. » Je fais attention. La dernière nuit, dans la maison de campagne, Émilie ne dormit pas. Elle errait dans les pièces vides. L'atelier sans outils, le salon sans meubles, la chambre aux murs nus, l'écho de ses pas résonnait au plafond. C'est ici qu'elle avait passé 10 ans. Restaurer des meubles, reçu des clients, planté des arbres, rêvé d'avenir. Ici, ils avaient fêté des anniversaires, reçu des amis, fait des projets,
Quand tout s'était-il détérioré? Peu à peu, ou y avait-il eu un moment précis? Elle se rappela leur première rencontre. Marc était charmant, sûr de lui, avocat à succès. Il savait courtiser, fleurs, dîner, mots bien choisis. Elle n'était pas tombée follement amoureuse, mais assez pour l'épouser. Les premières années avaient été bonnes, puis routinières, puis juste une cohabitation. Et la trahison, quand avait-elle commencé? Émilie s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit. Le vent balançait les branches nues des tilleuls. Bientôt, une autre famille vivrait ici. D'autres personnes regarderaient par ses fenêtres, marcheraient dans ses pièces, feraient leurs projets, et elle recommencerait à zéro. La lumière était allumée dans le bureau. Marc ne dormait pas non plus, assis devant son ordinateur. Émilie savait qu'il peaufinait les papiers du divorce, vérifiait les derniers détails, se préparait au coup final. Mais elle était prête à l'affronter. Le matin, les déménageurs arrivèrent. 4 hommes en tenue de travail, rapides et efficaces. Ils emportaient drôles et cartons, chargés à le camion. Marc s'affairait, vérifiait qu'on n'oublie rien. Émilie se tenait sur le perron et regardait son passé s'en aller. La dernière boîte, la dernière chaise, le dernier regard aux pièces vides. Une nouvelle vie commence, dit Marc en fermant la porte à clé. Elle hocha la tête en silence. Ils partirent mendier pour New York dans 2 voitures. Émilie suivait le camion. 1 heure de route, les embouteillages sur la 5e avenue, la lenteur du trafic, et enfin, Greenwich Village. L'appartement les accueillit dans une lumière dorée. Le parquet brillait, les murs blancs renvoyaient le soleil. Les déménageurs entraient les cartons, installaient les meubles selon les instructions de Marc. Il était plein d'énergie, actif, déjà en train de faire des plans sur la disposition des meubles. Émilie l'observait tandis qu'il partageait mentalement l'espace. Cette pièce, c'est la sienne. Celle-là, la mienne. Le salon, commun, donc moitié-moitié. La cuisine aussi. Il évaluait, calculait, planifiait, se voyait déjà ici, seul, sans elle. Le soir, les déménageurs étaient repartis. L'appartement débordait encore de cartons. Marc avait commandé des pizzas. Il mangeait assis par terre dans le salon. Dehors, la nuit tombait, et les bruits de la ville montaient depuis la rue. Demain, on commencera à tout arranger. On accrochera les tableaux, on installera les livres, ce sera confortable. Oui, répondit Émilie. Demain. Elle le regardait et pensait, demain, il montrera son vrai visage. Demain, tout son échafaudage s'écroulera. Demain, il comprendra qu'il a perdu. Cette nuit-là, Émilie était allongée sur un matelas gonflable dans la chambre vide. Marc dormait à côté, respirant régulièrement, ou peut-être faisait-il semblant de dormir, elle ne savait pas. Dans l'appartement voisin, quelqu'un écoutait de la musique. En bas, les voitures passaient de temps à autre. Quelque part, un chien aboyait. Des sons étrangers, d'une maison étrangère. Elle restait immobile dans le noir, écoutant la ville. Demain, tout sera fini. 11 ans de mariage, 11 mois de son plan, 4 semaines de sa contre-attaque. Demain, son mari montrera enfin son vrai visage. Mais elle était prête à le rencontrer en pleine lumière. Le matin commença dans le silence. Émilie se réveilla la première, quitta le matelas, alla dans la cuisine. Elle fit du café, sortit 2 tasses d'un carton. Dehors, une matinée banale de New York, ciel gris, rares passants, grondement des voitures. Marc apparut une demi-heure plus tard, rasé, coiffé, en pantalon de maison et chemise. Il s'assit en face d'elle, prit la tasse, but une gorgée, la reposa. « Il faut qu'on parle. » Émilie acquiesça. Sa voix sonnait autrement, froide, officielle. Le mari attentionné de la veille avait disparu. Marc sortit une chemise cartonnée, en tira des documents et les posa entre eux. Une demande de divorce et un accord de partage des biens. Tout était imprimé, bien présenté. Il ne restait plus qu'à signer. « J'y ai longuement réfléchi, dit-il.
j'ai pris une décision. Notre mariage est arrivé à son terme. Nous sommes différents. Nous voulons des choses différentes. Émilie prit les papiers, les lut lentement, avec application, comme si elle étudiait un contrat de travail. Partage des biens. L'appartement divisé en 2 parts. 10 millions de dollars pour lui. Les calculs étaient précis, froids, cyniques, manifestement préparés de longue date. « J'ai déjà parlé avec un avocat », ajouta-t-il. « Tout est en règle, tout est illégal. Tu signes et on se sépare civilisé, sans scandale ni tribunaux. » Elle continua à lire en silence. Son calme l'irritait. Il tapotait la table du bout des doigts, son regard passait de son visage au papier, puis revenait. Il attendait des larmes, une crise, une supplication. « Quoi ? Tu es sous le choc ? Je pensais que tu comprenais depuis longtemps qu'on n'était plus un couple. Pas besoin de drame, tout est honnête, moitié-moitié. » Émilie posa les documents, leva les yeux vers lui. Intéressant, très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ? Quand as-tu tout planifié ? Marc se figea. Une lueur de confusion traversa ses yeux, mais il se ressaisit vite. Je ne vois pas de quoi tu parles, vraiment. Émilie se leva, prit son téléphone, chercha quelques captures d'écran et les lui montra. La correspondance avec l'avocate Miller, des messages sur les délais, le plan, le partage des biens après l'achat du bien commun. Marc pâlit. Où as-tu eu ça ? Tu pensais que j'étais idiote, que je ne remarquerais rien ? Tu m'espionnais ? Je me défendais. Émilie esquissa un sourire froid. Je sais tout, Marc. Tes calculs, tes intentions, comment tu as tout préparé pour ce moment précis. 11 mois. Tu as planifié ça pendant 11 mois. Il bondit, lui arracha le téléphone, lut les messages, puis jeta l'appareil sur la table. Et alors ? C'est mon droit. On est mariés. Les biens sont communs. L'appartement a été acheté avec notre argent. La loi est de mon côté. Tu en es sûr ? Un silence tendu s'étira. Émilie le regardait calmement, presque avec curiosité. Es-tu bien certain de savoir à quel nom est enregistré l'appartement ? Le visage de Marc se décomposa. La compréhension commença à venir lentement, comme de l'eau glacée emplissant les poumons. Qu'est-ce que tu veux dire ? Viens, tu verras par toi-même. Elle prit les clés, enfila sa veste. Marc restait planté au milieu de la cuisine, essayant de garder le contrôle de la situation. Tu bluffes, c'est ça ? Tu crois ? Tu m'as vu signer les papiers. Oui, je t'ai vu, mais je ne les ai pas lus. Émilie se dirigea vers la porte, se retourna. Je pense que ça va t'intéresser. Marc attrapa sa veste et sortit derrière elle. Dans l'ascenseur, ils se tenaient côte à côte, silencieux. Il fixait droit devant lui, la mâchoire serrée, les poings crispés. La peur se lisait déjà dans ses yeux, même s'il essayait de la cacher. L'appartement les accueillit avec l'odeur du thé fraîchement infusé. Robert Anderson, le père d'Émilie, était assis à la table du salon. Devant lui, une chemise remplie de documents. Il leva la tête en les voyant entrer. « Bonjour, mon gendre. » Il fit une pause. Ou plutôt, mon ex-gendre. Marc s'arrêta sur le seuil, fixant tour à tour le père d'Émilie, les papiers, puis leur visage. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Assieds-toi, parlons. » Robert Anderson désigna les documents. « L'appartement est à mon nom. » Marc s'élança vers la table, attrapa les papiers, les parcourut, les feuilleta frénétiquement. Titre de propriété, nom du propriétaire, Robert Anderson, date d'enregistrement, tampon, signature, tout était parfaitement légal. « C'est impossible. »« Tout à fait possible, » répondit calmement Robert Anderson. « L'appartement a été acheté avec mon argent. Ma fille agissait en mon nom par procuration. » « C'est illégal. C'était un achat pendant le mariage. »« Oui, mais avec mes fonds personnels, » répliqua Robert Anderson.
Émilie m'a simplement remboursé une vieille dette, de l'argent que je lui avais prêté il y a 10 ans. Tous les documents le prouvent. Marc tournait en rond dans la pièce, tel un animal acculé. Je porterai plainte, je contesterai la transaction. J'ai des contacts. Essaie, répondit Robert Anderson. Les papiers sont irréprochables. Tu ne pourras rien prouver. J'ai vendu ma maison de campagne et acheté un appartement au centre de New York, comme le rêvait mon cher mari, pensa Émilie en l'observant. Le même jour, il m'a remis les papiers du divorce et du partage des biens. Mais en arrivant dans le nouvel appartement, le misérable est resté pétrifié. Marc se tourna vers elle, les yeux brûlants de rage. « Tu m'as trompé. Tu m'as trompé le premier. C'est moi qui t'ai faite. Sans moi, tu n'étais personne. » Vraiment ? Émilie croisa les bras. La maison de campagne était à moi. Le travail, c'était le mien. L'argent aussi. Qu'as-tu fait, au juste ? J'étais à tes côtés. Tu préparais mon vol depuis 11 mois. Tu pensais que je ne verrais rien. Marc saisit la chemise de documents et la lança contre le mur. Les papiers s'éparpillèrent sur le sol. Je trouverai un moyen. J'ai un avocat. Je récupérerai ma part. Robert Anderson se leva. Petit, grisonnant, mais à cet instant, il paraissait immense. Dehors, hors de mon appartement. Marc regarda tour à tour Émilie et son père. La compréhension, cette fois, était complète. Il avait perdu. Son plan s'était effondré. Il ne lui restait rien. Il fit volte-face et sortit, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Les 3 mois suivants furent un enfer. Marc engagea un nouvel avocat. Pas Miller, un autre, plus agressif. Il déposa plainte pour faire annuler la transaction, réclama un partage des biens, des compensations, tout ce qu'il était possible de réclamer. Procès, audience, requête. Leonard Morgan, l'avocat d'Émilie, répondit à chaque attaque avec calme et méthode. Les documents étaient pas parfaits. La maison de campagne, propriété personnelle d'Émilie, reçue en héritage avant le mariage. L'argent de la vente, ses fonds personnels. L'appartement, acheté avec l'argent de son père. L'avocat de Marc chercha des failles, demanda des relevés de comptes, des preuves de transfert, des justificatifs d'origine des fonds, mais Leonard Morgan avait tout prévu. Un contrat de prêt datant de 10 ans, des quittances, des témoignages. Lors de la 3e audience, la juge leva les yeux au-dessus de ses lunettes et s'adressa à l'avocat de Marc. « Avez-vous des preuves que l'appartement a été acheté avec les fonds de votre client ? Il a été acquis pendant le mariage, avec l'argent du père de la défendresse. Cela est documenté. Mais les fonds, ils ont été transférés en remboursement d'une dette. Tout est en règle. » Marc était assis, livide, les doigts crispés sur les accoudoirs de sa chaise. Émilie le regardait vieillir à vue d'œil, les rides s'étaient creusées, des mèches grises étaient apparues sur ses tempes, et son regard s'était éteint. La plainte fut rejetée. L'appel aussi. 4 mois après la première audience, le mariage fut officiellement dissous. Il n'y eut aucun partage des biens, il n'y avait pratiquement rien à partager. Son salaire à lui partait dans les dépenses courantes. En 11 ans, il n'avait rien acheté de vraiment important. Marc ne reçut que ses affaires personnelles. Après le divorce, Émilie rencontra de nouveau Olivia Larson, la secrétaire qui l'avait prévenue. Elles se retrouvèrent dans un café de Maroseïka, à une table près de la fenêtre, avec du café et des croissants. « Merci d'avoir accepté de me voir, » dit Olivia. « Je voulais vous raconter encore quelque chose. » Émilie but une gorgée de café et attendit. « Marc, ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Il a eu une compagne, il y a environ 7 ans. À l'époque, je venais d'être embauché dans le cabinet. Je l'ai vue plusieurs fois, une femme ordinaire, comptable. Et qu'est-il arrivé ? Ils ont acheté un appartement ensemble. Un mois plus tard, il a demandé le partage des biens, disant qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Il a pris la moitié. Elle s'est retrouvée sans rien.
Elle a dû vendre l'appartement pour lui verser sa part. Émilie posa sa tasse. Ses mains ne tremblaient pas, mais à l'intérieur, tout s'était contracté. C'est un spécialiste de ce genre de combine. On dirait bien. Après cette histoire, il s'est fait discret pendant quelques années, puis il vous a rencontré. Donc, je n'étais pas la première. Non. J'ai peur que vous n'auriez pas été la dernière, si vous ne vous en étiez pas aperçu à temps. Olivia garda le silence un instant, puis ajouta « J'ai vu les documents. Il a commencé à consulter un avocat il y a 1 an, bien avant de vous parler de l'appartement à New York. Tout était planifié dans les moindres détails. » Émilie regarda par la fenêtre. Dehors, il neigeait, la première neige de l'année. Les gens pressaient le pas, se protégeant sous leur parapluie. « Merci de m'avoir raconté tout cela. Je ne pouvais pas me taire. Je me souviens trop bien de ce que j'ai ressenti à la place de cette femme. » La dernière rencontre avec Marc eut lieu 6 mois après le divorce. Il avait appelé, demandant à la voir. Émilie accepta, par curiosité, rien de plus. Ils se retrouvèrent dans le parc, sur le même banc où, 6 mois plus tôt, elle avait parlé avec Olivia. Marc avait mauvaise mine, amaigri, vieilli, vêtu d'un manteau froissé. « Merci d'être venu, dit-il. » Émilie hocha la tête, sans répondre. « Je voulais... » Il hésita. « Repartir à zéro, oublier tout ça. Nous avons été heureux, autrefois, non ? » « Oui, dans les premières années. Tu te souviens ? » ?»« Je me souviens. »« Et toi, tu te souviens avoir planifié de me tromper ?» Marc baissa la tête. « J'ai eu tort. C'était difficile. Les dettes, le travail, la pression. Je pensais... » « Tu pensais que je ne découvrirais rien, que j'étais une proie épio facile ? Non, je voulais seulement... J'avais besoin d'argent, tu comprends ? Pas pour moi. Je voulais lancer ma propre affaire, devenir indépendant. Avec mon argent, avec notre argent, selon toi. » Émilie se leva. « Nous n'avons jamais eu d'argent à nous, Marc. La maison de campagne était à moi, l'argent aussi. Tu voulais simplement me les prendre. »« Émilie, s'il te plaît... Je n'ai plus où vivre, ajouta-t-il plus bas. L'appartement que je loue est cher. J'ai des dettes. Émilie le regarda de haut. Cet homme avait passé 11 mois à planifier comment la laisser sans rien. Et maintenant, il demandait pitié. Adieu, Marc. Elle s'en alla sans se retourner. Derrière elle, elle entendait sa voix crier quelque chose, mais les mots n'avaient plus aucune importance. Les premiers mois après le divorce, Émilie vécut dans un petit appartement loué en périphérie de New York. L'appartement des patriarches restait vide. Son père proposa de le mettre à son nom, mais elle refusa. « Pas pour l'instant. Laisse-le comme ça, à ton nom. C'est plus sûr. Ou alors on pourrait le vendre, investir ailleurs. On verra. Ne te presse pas. » Elle reprit son travail. La restauration de meubles n'était pas seulement un métier, mais une vocation. Les clients venaient par le bouche à oreille. Certains la recommandaient, d'autres avaient vu ses œuvres lors d'expositions. Les commandes ne manquaient pas. Une commode ancienne pour un collectionneur, une table sculptée pour un musée, un fauteuil du XVe siècle pour une galerie privée. Le travail l'absorbait complètement. Il lui donnait un but, comblait le vide. Le soir, elle retrouvait ses amis. Vera, une amie de longue date, designer, rencontrée à l'université, la soutenait du mieux qu'elle pouvait. « Comment tu tiens le coup ? » ?»« Ça va, je travaille, je vis. »« Mais c'est difficile, non ? » ?»« Pas autant que je le pensais. Je suis juste fatigué. » Cette fatigue était étrange, pas physique mais intérieure. 11 ans de mariage s'étaient révélé un mensonge, mais elle ne ressentait pas de pitié pour elle-même, seulement une lucidité froide. Elle avait bien fait. 1 an après le divorce, Émilie s'inscrivit à des cours d'italien. Un vieux rêve. Apprendre la langue, aller à Florence, voir les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Au 2e cours, un homme d'une 50aine d'années arriva en retard. Il s'excusa et s'assit à côté d'elle. Après le cours,
ils se mirent à parler dans le couloir. « Alex, dit-il, j'enseigne l'histoire au lycée. J'ai enfin décidé d'apprendre l'italien, honte à moi. J'enseigne l'Empire romain et je ne connais même pas la langue. Émilie, restauratrice de meubles. » Ils allèrent boire un café dans le bistrot d'en face. Ils parlèrent du travail, des voyages, de la vie. Alex était divorcé depuis 3 ans, 2 enfants adultes installés ailleurs. Un homme calme, sans prétention, avec un vrai sens de l'humour. La semaine suivante, il lui proposa une promenade après le cours, puis une autre. Plus tard, une visite au musée, une exposition de peinture italienne. Ils se tenaient devant les tableaux et Alex racontait les histoires des artistes avec tant de passion qu'Émilie en oubliait le temps. 3 mois plus tard, ils se voyaient régulièrement. Théâtre, musée, balade dans la ville. Pas de précipitation, pas de pression, juste une présence agréable qui peu à peu se transforma en quelque chose de plus profond. Le soir, après une de leurs rencontres, Alex la raccompagna jusqu'à son immeuble. « Émilie, je sais que tu as besoin de temps. Tu as vécu un divorce difficile. Tu es prudente, je comprends. Mais je veux que tu saches, je ne suis pas pressé. On peut aller à ton rythme. » Elle le regarda. Un visage ordinaire, des cheveux grisonnants, un regard bienveillant. Aucune arrogance, aucune manipulation, juste de l'honnêteté. « Merci. » « De quoi ? Pour ta patience ? » 1 an et demi plus tard, ils étaient ensemble, sans vivre sous le même toit. Chacun avait son appartement, son espace, sa vie. Ils se voyaient 3 ou 4 fois par semaine, s'appelaient chaque jour, mais gardaient leur indépendance. Émilie le présenta à son père. Robert Anderson approuva. Un homme bien, pas de chichi. Oui, pas de chichi. Tu es heureuse ? Émilie réfléchit. À ma manière. Ce n'est pas un conte de fées, ni des feux d'artifice. C'est juste calme, sûr. C'est bien. Les feux d'artifice, ça brûle vite. Un jour, Alex parla d'avenir. Ils étaient chez lui, buvaient du thé. Dehors, il pleuvait. J'aimerais qu'on soit ensemble officiellement. Émilie but une gorgée. On l'est déjà. Je veux dire, mariés. Elle resta silencieuse. Il faut que j'y réfléchisse. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. Elle y pensa longtemps. Avait-elle besoin d'un mariage à nouveau ? D'un tampon dans le passeport ? De biens communs ? De liens juridiques ? Ou valait-il mieux simplement être ensemble, libres ? Alex ne la pressait pas. Il attendait. Sa patience et son respect valaient Dick plus que tous les mots. 6 mois plus tard, Émilie dit « Restons comme on est, ensemble, mais chacun chez soi. »« Comme tu veux, » répondit Alex. « Tu n'es pas vexé ? » ?»« Non. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Le reste n'a pas d'importance. » La rencontre fortuite avec Marc eut lieu 3 ans après le divorce, dans un centre commercial sur la 5e avenue. Émilie choisissait un cadeau d'anniversaire pour son père. Elle se retourna et le vit devant la vitrine d'une librairie. Il la vit aussi. Il s'immobilisa. Il avait beaucoup vieilli, rides profondes, cheveux gris, dos voûté. Ils se regardèrent sur quelques secondes. Émilie hocha légèrement la tête. Il fit de même. Et ils s'éloignèrent chacun de leur côté. Aucun mot, aucune émotion, juste 2 étrangers qui autrefois avaient été proches. Émilie ne ressentit rien. Ni douleur, ni colère, ni regret, rien. Cette partie de sa vie était close comme un livre qu'on a fini de lire. 5 ans avaient passé depuis le divorce. Émilie avait 48 ans. Elle vivait dans un petit appartement de 2 pièces qu'elle avait acheté avec l'argent de la vente de l'appartement du centre. Son père l'avait vendu 2 ans plus tôt et lui avait donné l'argent. Le travail marchait bien, trop bien même. Elle avait tant de commandes qu'elle devait parfois en refuser. La réputation d'Émilie comme restauratrice ne cessait de croître. Des articles paraissaient sur elle dans des revues spécialisées. Elle était invitée à des expositions internationales. Elle et Alex étaient toujours ensemble,
5 ans de relations bâties sur le respect, la confiance et le soutien mutuel. Ce n'était pas une passion brûlante, ni une tempête d'émotions, mais un port tranquille où chacun pouvait être soi-même. Bien sûr, il y avait parfois des disputes, des malentendus, des désaccords, la vie ordinaire, tout simplement. Parfois, Émilie s'agaçait de sa manie de tout planifier à l'avance. Parfois, lui s'irritait de son refus de parler de l'avenir, mais ils avaient appris à se parler, à résoudre les problèmes sans accumuler les rancunes. Ils ne se marièrent jamais. Ils continuaient à vivre séparément, se voyaient régulièrement, partaient en vacances ensemble, fêtaient leurs anniversaires. Cela convenait à tous deux. Son père avait vieilli mais restait en bonne santé et lucide. Ils se retrouvaient chaque semaine, prenaient le thé, discutaient de tout. Robert Anderson était fier de sa fille. Elle s'en était sortie, elle avait tenu bon, elle avait bâti une nouvelle vie. Émilie pensait rarement à Marc. Parfois, très rarement, ses pensées revenaient vers ses 11 années de mariage. Y avait-il eu des moments heureux? Oui, au début. Puis tout avait changé, lentement, imperceptiblement. Avait-elle eu tort de l'épouser? Non. La vie s'était simplement déroulée ainsi. Elle avait entendu vaguement dire qu'il s'était remarié. Ou peut-être pas. Elle ne savait pas et ne voulait pas savoir. Cela lui était égal. Un soir de vendredi. Émilie était assise sur le balcon avec une tasse de thé. Octobre. Frais, mais pas encore froid. En bas, dans la cour, des enfants jouaient. Quelque part, un chien aboyait. D'un appartement voisin s'échappait de la musique. Dans 1 heure, Alex allait arriver. Ils avaient prévu de regarder un nouveau film italien, enfin sorti en salle, puis de dîner, de parler, comme d'habitude. Émilie buvait son thé et réfléchissait à sa vie. 48 ans. La moitié vécue, la moitié devant soi. Sa vie n'était pas parfaite, pas de bonheur sans nuage, pas de garantie. Mais elle était honnête. L'expérience avec Marc l'avait rendue plus forte. Elle avait appris à écouter son intuition, à se défendre, à ne pas fermer les yeux sur la vérité. Elle avait compris que le bonheur n'est pas un conte de fées, mais la capacité d'être satisfaite de ce qu'on a. Elle ne regrettait rien, ni le mariage avec Marc, ce fut une expérience, ni le divorce, ce fut une délivrance, ni la manière dont sa vie avait évolué ensuite. Elle était libre, elle était elle-même, et c'était suffisant. Émilie finit son thé et sourit. Quelque part, à l'autre bout de la ville, vivait un homme qui, jadis, avait voulu la tromper. Mais il avait perdu. Et elle avait appris à vivre pour de vrai, sans illusion, mais avec dignité. Dehors, le crépuscule tombait. Bientôt, Alex arriverait. Ils regarderaient un film, parleraient de leurs projets pour le week-end, se disputeraient peut-être gentiment à propos d'une broutille. Une soirée ordinaire d'une vie ordinaire. Mais c'était justement dans cette simplicité que résidait la vraie valeur. Ni drame, ni tempête, ni bonheur de conte de fées, juste une vie honnête, paisible, à soi. Et cela suffisait amplement.